Notre État a été victime de manœuvres géopolitiques, de pressions exogènes et de stratégies visant à diluer sa souveraineté. Ces menaces, habilement orchestrées, ont ébranlé notre cohésion, instrumentalisé les différences communautaires et affaibli notre intégrité territoriale. Fort heureusement, le discernement, la résilience et l'esprit de responsabilité du peuple malien ont permis de contrer ces tentatives et de préserver l'essentiel. Nous devons persévérer dans cette voie, qui est la seule possible si nous voulons préserver l'avenir de notre nation. Nous devons désormais faire vivre cette charte, non comme un texte figé, mais comme une boussole vivante pour bâtir ensemble le Mali courant. Le Niger est particulièrement honoré d'accueillir la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma ALG. La présente session de notre organisation commune se tient dans un contexte où nos 3 États, après la signature le 16 septembre 2023 de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel AES, ont créé le 6 juillet 2024 à Niamey la Confédération des États du Sahel AES. Ce tournant décisif est porté par les populations dont les aspirations ont longtemps été méconnues par des décisions politiques souvent dictées de l'extérieur. La question de subvention dans nos organisations sous-régionales demeure en tout cas un danger à nos yeux. Ces subventions ne sont pas données forcément par amitié ou pour la beauté de nos yeux, mais très souvent avec des intentions cachées derrière. Cette vidéo, c'est le discours prononcé par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Et il l'a prononcé durant le discours officiel de la remise du projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Le discours souligne l'importance cruciale de cette charte, fruit d'un dialogue inclusif pour restaurer la paix, la cohésion sociale et la souveraineté du pays face aux défis internes et aux ingérences étrangères, surtout les ingérences étrangères qui créent les défis internes. Il met en avant la détermination du peuple malien à résoudre ces crises par des mécanismes endogènes et à construire un avenir de développement en exhortant chacun à contribuer à la mise en œuvre de cette charte comme un guide, littéralement un guide vivant pour la nation. Je vais aussi profiter dans cette vidéo pour vous partager le discours qui date d'il y a plusieurs jours de la transformation de l'autorité du Liptako-Gourma, en abrégé ALG. Et ils sont transformés en une agence d'exécution au sein de la nouvelle confédération de l'AES. Cette restructuration vise à renforcer la souveraineté et l'intégration stratégique des pays membres, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La nécessité de cette transformation découle d'un désir de développement endogène et d'une volonté de s'affranchir de l'influence et, on va dire ça comment, des subventions extérieures. On parlait encore de comment est-ce que les institutions de Bretton Woods menacent les pays africains. Donc, ils veulent s'affranchir de toutes ces institutions, de ces subventions, ces soi-disant aides, parce que c'est problématique. Ce n'est même pas que juger problématique, c'est problématique. Ça nous met dans des cercles vicieux desquels on ne s'en sort jamais. Leur objectif, c'est d'assurer la sécurité, l'intégrité territoriale et la prospérité de l'espace commun en capitalisant sur une expérience de l'autorité du Liptako-Gourma, tout en corrigeant ses faiblesses, notamment en matière de financement et d'immobilisme administratif. En somme, il s'agit de réinventer l'autorité du Liptako-Gourma pour qu'elle réponde aux défis actuels et aux aspirations souverainistes des populations en se concentrant sur l'efficacité et l'efficience de la nouvelle structure. Comme l'AES est sur le point de sortir sa propre monnaie, de quitter le franc CFA, vous voyez les attaques qui se multiplient. Ils ont besoin de pouvoir se renforcer pour résister et contre-attaquer, bien évidemment. Voilà. Je vous laisse avec les différents discours.
Donc, avant de commencer, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de nos disparus. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables des autorités administratives indépendantes, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, ainsi que des organisations internationales accréditées au Mali. Monsieur le Président de la Commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses et des légitimités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis en ce jour 22 juillet 2025 pour une circonstance toute particulière qui participe de notre volonté commune de bâtir un avenir de paix pour notre nation, de notre engagement à traduire en actes les aspirations profondes du peuple malien. La présente cérémonie est d'autant plus singulière qu'elle est porteuse d'un rêve collectif, celui de l'espoir d'une paix durable, de la cohésion sociale, en somme la réconciliation dans notre chère patrie. Cette cérémonie solennelle, marquant la remise officielle du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, constitue une étape décisive dans notre quête collective d'un avenir meilleur. Cette charte, fruit d'un dialogue national inclusif et enracinée dans nos valeurs, exprime la souveraineté retrouvée du Mali sur ses choix de paix, de justice et de cohésion sociale. Après tant de soubresauts, d'incertitudes et de ressentiments à la suite ou à l'occasion de situations de crise ou de conflits, l'heure est venue de penser les plaies, d'écouter les voix longtemps tues et d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Le sacrifice consenti par les fils et les filles du Mali pour cette paix est un legs précieux qui fonde notre volonté d'aller vers une nation réconciliée et résolument tournée vers le développement. La grande conscience de notre histoire multiséculaire et la sagesse collective que les Maliennes et les Maliens ont sans cesse démontré demeurent des atouts pour relever ces défis majeurs pour la nation. À ce tournant décisif de notre histoire, nous devons tous, dans la résilience et dans la conviction d'un lendemain meilleur, joindre nos efforts pour que le Mali continue d'être, de se développer et de durer. Mesdames et Messieurs, les défis auxquels nous sommes confrontés sont certes multiples, mais il nous appartient cependant de les transformer en opportunités afin de réduire à leur simple expression les pronostics les plus défavorables contre la marche souveraine du Mali. Victime de manœuvres géopolitiques habilement orchestrées, notre État avait été affaibli à dessein et son intégrité territoriale sérieusement ébranlée par des velléités séparatistes sur fond de terrorisme suscité et activement soutenu par des sponsors étrangers. Aussi, la fragilisation continue de l'État ne visait autre finalité dans les pays que l'instauration d'une situation de violence inédite, tout en provoquant de profondes fractures dans les liens intra- et intercommunautaires, voire à l'échelle nationale.
notre État a été victime de manœuvres géopolitiques, de pressions exogènes et de stratégies visant à diluer sa souveraineté. Ces menaces, habilement orchestrées, ont ébranlé notre cohésion, instrumentalisé les différences communautaires et affaibli notre intégrité territoriale. Fort heureusement, le discernement, la résilience et l'esprit de responsabilité du peuple malien ont permis de contrer ces tentatives et de préserver l'essentiel. En démontrant ainsi son attachement à ses origines profondes comme bouclier et en développant la pleine conscience de son unité, le peuple malien entend désormais s'illustrer dans la résolution de ces crises et conflits à travers des mécanismes endogènes. Les forces de défense et de sécurité, dans leur mission régalienne, ont contribué à stabiliser la situation et à ramener progressivement la quiétude dans de nombreuses localités du pays. Le recouvrement de l'intégrité du territoire a également constitué un facteur déterminant pour le retour de la paix et l'amorce du processus de réconciliation nationale dont nous célébrons aujourd'hui le dénouement d'une étape cruciale. Bien entendu, il s'agit de la rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, un document d'une haute valeur républicaine qui, j'en suis convaincu, restaurera la souveraineté du Mali sur ses initiatives de résolution des crises ou de conflits. C'est d'autant impérieux que le processus de dialogue entamé par notre pays sous l'égide d'acteurs extérieurs avait été hypothéqué pour servir d'autres intérêts. Un tel processus excentré n'offrait en réalité aucune perspective de paix durable entre les Maliens, bien au contraire. En conséquence, le peuple malien n'avait d'autre choix que de s'approprier cet important mécanisme afin de mettre en place une architecture de paix juste et durable dans notre pays. Mesdames et messieurs, en initiant le dialogue intermalien, nous avons contribué à créer les conditions d'un dialogue franc et sincère entre les Maliennes et les Maliens à l'abri de toute ingérence extérieure. Loin de tout esprit de confrontation ou même d'accusation mutuelle, il s'agissait dans l'humilité et dans la franchise de se dédier à la recherche d'une paix durable. Mesdames et messieurs, l'une des résolutions de ce grand forum était relative à l'élaboration d'une charte pour permettre aux Maliens de jeter les bases solides de la paix, de la réconciliation, de la cohésion sociale et de vivre ensemble. C'est en application de cette volonté du peuple que j'ai décidé de créer une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cette commission, qui comprend des femmes et des hommes choisis pour leur expertise et leur engagement pour le Mali, s'est attelée à la tâche en adoptant une démarche inclusive et participative. Ainsi, elle a consulté l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays, les Maliens établis à l'extérieur et les différentes institutions de l'État. Les importantes rencontres ont permis d'identifier les problèmes majeurs qui conditionnent la paix, la cohésion et la réconciliation dans notre pays. Mais aussi, elles ont servi de cadre pour indiquer des pistes de solutions pour une réconciliation effective, gage d'une paix durable. Mesdames et messieurs, l'approche participative ainsi imprimée au processus de dialogue a permis de recueillir les préoccupations des différents acteurs, mais également d'aborder des sujets d'intérêt global qui engagent la vie de l'État et de la nation. Parmi les domaines analysés, nous pouvons citer la gouvernance, l'éducation aux valeurs, la culture, la justice, l'éducation, la lutte contre la corruption
la gestion des ressources naturelles, les médias, la jeunesse, la paix, la défense et la sécurité. Mesdames et Messieurs, en recevant le projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale, je demeure convaincu que l'espoir est largement permis pour l'accomplissement du rêve collectif des Maliens de bâtir un avenir de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Nous devons sans réserve ni blocage et contribuer à l'avènement de cette nouvelle lueur d'espoir appelée à illuminer nos cœurs et nos esprits et à redonner au Mali toute sa splendeur sociale d'antan, faite d'humanisme, de solidarité et de paix. Les épreuves que nous avons traversées ensemble doivent désormais constituer le ciment de notre unité retrouvée. De par sa noble vocation, la Charte nationale pour la paix et la réconciliation doit à l'avenir fédérer les énergies positives autour de nos valeurs et principes de paix et de cohésion nationale. Elle doit également constituer une garantie de notre équilibre social et de nos politiques de développement. Cette charte est appelée à devenir le socle commun des politiques publiques, des stratégies de paix et de réconciliation et de l'action collective pour notre avenir. Elle guidera nos institutions, nos autorités traditionnelles, notre société civile et chaque citoyen dans la quête d'un Mali apaisé et uni. Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des membres du comité de rédaction du projet de charte ainsi qu'à tous ceux qui y ont contribué. J'adresse en particulier mes vifs remerciements au président de la Commission pour la clairvoyance, la rigueur méthodologique et l'esprit de conciliation dont il a fait preuve tout au long de ce processus historique. Je forme le vœu que la charte serve comme un document de référence à toutes les composantes de notre nation et à toutes les institutions publiques pour toutes les actions concourant à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le Mali, engagé dans la refondation, grande œuvre nationale et salvatrice, a besoin de tous ses enfants. La paix, la réconciliation et la cohésion nationale sont les conditions sine qua non pour la vie harmonieuse en société et la réalisation des actions de développement socio-économique. Nous avons démontré que nous sommes capables de transcender nos divergences pour sauver l'essentiel qui est notre patrie commune. Nous devons persévérer dans cette voie qui est la seule possible si nous voulons préserver l'avenir de notre nation. Nous devons désormais faire vivre cette charte non comme un texte figé, mais comme une boussole vivante pour bâtir ensemble le Mali croix. Je vous remercie. Tout d'abord, souhaiter la bienvenue à cette visioconférence à mes frères, leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, ainsi qu'à leurs délégations respectives. Le Niger est particulièrement honoré d'accueillir la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma ALG. La présente session de notre organisation commune se tient dans un contexte où nos 3 États, après la signature le 16 septembre 2023 de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, ont créé
le 6 juillet 2024 à Niamey, la Confédération des États du Sahel, AES. La création de cet espace géopolitique répond à l'impérieuse nécessité de défendre notre souveraineté tout en impulsant une nouvelle dynamique à la coopération stratégique entre nos États. Il s'agira d'abord d'œuvrer à la sécurité, à l'intégrité territoriale et ensuite à la prospérité de notre espace commun. Cet objectif ne pourra être atteint qu'à travers le renforcement de notre architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, l'harmonisation de l'action diplomatique et la mise en œuvre de projets et programmes intégrateurs communs de développement. C'est dans cette perspective que les instances ministérielles de la Confédération ont proposé la capitalisation des projets intégrateurs du secrétariat exécutif de l'ALG en transformant la structure en agence d'exécution des projets et programmes de développement et son intégration dans l'architecture de la Confédération AES. En effet, il y a lieu de rappeler que lors de la création de l'AES, à travers la signature de la charte de Liptako-Gourma, nous avions affirmé notre fidélité aux objectifs et idéaux de l'ALG, présenté comme l'un des plus anciens organismes de développement de la sous-région. C'est le lieu de saluer les efforts de tous ceux qui ont animé cette structure de sa création à ce jour et qui ont obtenu les résultats que nous connaissons dans le contexte et malgré les contraintes qui étaient les leurs. Mais il s'avère aujourd'hui urgent et nécessaire de revoir le statut de l'ALG en lui conférant la place appropriée dans l'architecture institutionnelle de la Confédération AES, conformément à la vision qui a présidé à la création de celle-ci. Pour ce faire, non seulement nous allons capitaliser sur l'expérience de l'ALG en matière de développement, de coopération transfrontalière et de capacité de développer une approche de proximité intégrant l'appui aux initiatives locales de stabilisation de la région de Liptako-Gourma, mais surtout, nous allons tenir compte de notre contexte actuel. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, le contexte actuel dans nos trois États est marqué non seulement par un nouveau paradigme souverainiste et patriotique, mais surtout par une refondation de nos institutions bâties sur un développement endogène et harmonieux. Ce tournant décisif est porté par les populations dont les aspirations ont longtemps été méconnues par des décisions politiques souvent dictées de l'extérieur. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, la présente session, même si nous allons profiter de l'occasion pour examiner quelques instances, comporte un seul point à son ordre du jour, à savoir la transformation de l'autorité du Liptako-Gourma en agence d'exécution et son positionnement dans l'architecture institutionnelle de la Confédération AES, conformément aux conclusions de la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'ALG, tenue le 24 mai 2025 à Bamako. À cet égard, nous nourrissons de fortes attentes vis-à-vis de cette nouvelle agence en termes d'efficacité et d'efficience. Elle doit avant tout se départir de l'immobilisme administratif qui l'éloigne des objectifs qui lui sont assignés et qui caractérisent fort malheureusement nos organisations. Mesdames et Messieurs, renouvelant ma profonde gratitude à leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré,
et le général d'armée Assimi Goïta pour leur ferme attachement à la construction d'un espace confédéral souverain de sécurité et de prospérité. Je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte la 8e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du développement intégré des États du Liptako-Gourma. Vive l'ALG refondée, vive la Confédération AES. Je vous remercie. Ces échanges permettront de déterminer les approches adaptées visant une meilleure insertion de l'ALG dans l'architecture de notre confédération sous l'axe développement. Puisqu'une simple transformation, ce désir de changement que nous célébrons aujourd'hui découle de notre volonté commune de prendre en compte les réalités géopolitiques actuelles, mais aussi la nécessité d'ajuster les structures de notre organisation face aux défis du moment. Et cette démarche nous évitera sûrement la création de structures supplémentaires dont le fonctionnement et l'opérationnalisation seraient coûteux pour nos États. En réaménageant l'existant tout en tenant compte des nouvelles réalités de notre espace confédéral, nous réussirons à atteindre nos objectifs. Nous comprenons aisément que l'autorité fonctionne, ça a été cité, sur la base donc de cotisations des États membres, et elle a alerté sur le fait que à partir de ce mois de juillet, il ne reste que les salaires de ce mois de juillet, ce qui veut dire que peut-être que des cotisations ne sont pas à jour, ce qui permettra donc de rapidement identifier ce qui doit être fait pour maintenir éventuellement les emplois et les salaires. Mais aussi, elle a parlé de subventions, qui est un élément d'inquiétude pour ce qui me concerne. Et il y a les questions de prêts et les partenaires financiers, qui sont aussi des points importants à mes yeux, qu'il faille que nous ayons plusieurs réunions avec ces éventuels experts qui seront désignés pour réfléchir sur la question de la mutation de l'autorité. Parce que, si je me souviens bien, la question de subvention dans nos organisations sous-régionales demeure en tout cas un danger à nos yeux. Ces subventions ne sont pas données forcément par amitié ou pour la beauté de nos yeux, mais très souvent avec des intentions cachées derrière. Et ça mérite toute la réflexion donc derrière comment la structure doit fonctionner pour qu'on prenne nos responsabilités pleines. Le premier axe, ce sont les raisons de cette transformation. Le deuxième axe, les conséquences. Et le troisième axe, les attentes. S'agissant des raisons, nous le savons tous, le contexte actuel, marqué par un nouveau paradigme souverainiste et patriotique incarné par notre confédération. Ceci est un élément à prendre en compte essentiellement par rapport à nos nouvelles orientations. Le deuxième point de ces raisons est le souci de la refondation de nos institutions bâties sur un développement endogène et harmonieux. Nous mesurons le sens de ce point quand on se réfère à la présentation de l'état de lieu de Madame la secrétaire exécutive, où déjà nous sommes face à un couperet pour le salaire d'août, déjà. Ensuite, nous découvrons que la grande partie des subventions est extérieure à notre espace confédéral. Je parle de participation financière. Donc, c'est des défis énormes pour lesquels ce deuxième point a tout son sens. C'est la volonté de départir l'autorité de l'Iptako-Gourma de l'immobilisme administratif
et de l'influence des partenaires et autres puissances étrangères qui caractérisent assez souvent certaines de nos institutions, ce qui les éloigne de leurs objectifs. Pour ce qui est des conséquences, l'ALG a été créée le 3 décembre 1970. 55 ans d'expérience en matière de développement, de coopération, de transformation, de capacité de développer une approche de proximité, d'appui aux initiatives locales et de stabilisation de la région de l'Iptako-Gourma. Mais c'est également une expérience, comme je l'ai tantôt dit, qui révèle les faiblesses de l'ALG, dont le financement est attendu en majorité de l'extérieur. Or, notre nouveau paradigme ne nous permet pas de continuer à fonctionner sur ces bases d'appui extérieur. Continuons la réflexion pour que le financement, comme convenu, soit endogène. Et le troisième axe, c'est celui des attentes. Nous savons que les attentes sont basées sur l'efficacité et l'efficience de l'agence. Rendre plus dynamique et en phase avec nos orientations et défis actuels. Assurer la nomination ou les nominations qui répondent justement à ce souci de transformation de l'ALG en agence d'exécution. Et enfin, la question du personnel qui sera gérée progressivement au niveau de l'ALG refondée suivant la procédure bien établie